stressé. Toutes vos idées partent. Vous ne savez plus quoi faire, quoi dire sur l'épreuve. Vous êtes épuisé, démoralisé alors qu'on n'a pas encore écrit. Et vous voulez abandonner. Et si je vous disais qu'une intelligence qui a un impact plus puissant sur votre vie que l'intelligence cognitive que est, allez-vous me croire? Et si je vous disais qu'il ne suffit que de comprendre cette intelligence pour améliorer vos performances sur tous les plans, serez-vous prêt à chercher à comprendre cela? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir un plan cognitif architectural de l'intelligence émotionnelle. Nous allons commencer par décrire les raisons pour lesquelles il est important de comprendre ses émotions et de les gérer. Nous allons passer par la biologie du cerveau et enfin nous allons décrire un guide pratique sur la gestion de nos émotions. Ouvrons la page. Il est admis d'abord que le système cognitif est en surcharge. En réalité, il est admis que 40% de notre temps devait être passé à ressentir des émotions. Quand nous dormons, nous-mêmes, nous en ressentons. Dès que nous nous réveillons, nous avons soit de la peur, soit de la joie, soit de la tristesse, soit du stress. Et toutes ces émotions qui peuvent venir sur nous. Je ne parle pas de sentiments, pas d'émotions. Qu'en réalité, il existe juste 6 sentiments. La colère, la joie, la peine, la tristesse. 2 autres encore, que je vous laisse vous-même rechercher. C'est la combinaison de plusieurs sentiments qui donne une émotion. On a la surcharge éducative. Il est indiqué que 40% d'étudiants sont en détresse psychologique. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ils ne veulent pas faire ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils ont voulu juste suivre ce qu'on les a demandé de faire. Ils ne sont pas passionnés par ce qu'ils veulent faire. Or, le fait de manquer de passion amène chez eux de la tristesse, de la culpabilité et du stress, ce qui peut causer des dépressions. D'ailleurs, plus de 77% des personnes dans le monde sont atteintes de dépression sévère. Il est indiqué qu'en 4 ans, entre 11,7% et 20,8% des personnes ont été atteintes de dépression sévère. En outre, la résultance des études mal orientées ou des études non passionnées font en sorte que 88% des salariés souffrent de stress, car ils sont toujours sous attente, ils sont toujours sous pression. Ils doivent réagir face à cette pression, mais ne savent pas comment faire. Surtout que la plupart du temps, ceux qui les managent, leur chef, ne s'intéressent pas à leur bien-être propre, à leur bien-être intellectuel.
Mais il y a une erreur que la plupart des personnes font. La plupart des personnes pensent que être intelligent, c'est connaître tout. Qu'être intelligent, c'est savoir. Qu'être intelligent, c'est savoir répondre à toutes les questions. C'est être prêt à défendre n'importe quelle idée. Être intelligent, c'est tuer ses émotions. Ce n'est plus rien ressentir. Mais c'est faux. L'émotion n'est jamais une faiblesse. C'est plutôt le début de la réflexion. Car l'émotion et la raison sont le même circuit, mais pas au même stade. La réalité logique est la suivante. Toute décision rationnelle commence obligatoirement par l'impulsion émotionnelle. L'émotion dont elle est le garde du corps, celui qui nous pousse à l'action, c'est notre projectile. Alors, comprendre son émotion, c'est poser les bases d'une bonne réflexion qui va nous mener à poser des bonnes actions et des bons actes. Voilà ce qu'est la vraie intelligence. À voir avec le QI. Et voici le meilleur exemple qui nous le prouve. Il y avait un petit garçon, un jour qui rentre de l'école avec un mot de son professeur. Ce mot, il le donne à sa mère et elle commence à fondre en larmes. Le petit, il s'était fait virer de l'école et sur le mot, il y avait marqué « Désolé madame, votre fils présente une déficience intellectuelle si forte qu'il nous est impossible de lui apprendre quoi que ce soit. » Ce petit garçon, c'était en réalité Thomas Edison, un des plus grands esprits que l'histoire de l'humanité ait connu et qui a inventé l'ampoule électrique. Donc ça nous montre la première grosse erreur que tu peux faire et qui nuit incontestablement à ton intelligence. C'est justement d'avoir une mauvaise définition de ton intelligence. On dit ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui ont un gros QI, ceux qui apprennent vite, ceux qui comprennent vite, ceux qui ont les réponses du premier coup, ceux qui ont des bonnes notes. Et pour ceux d'entre nous qui ne rentrons pas dans ces cases, l'école et le système éducatif nous considèrent comme moyens, comme bêtes. Et c'est ironique à dire, mais il n'y a rien de plus bête que la manière dont on t'a expliqué l'intelligence. L'intelligence est beaucoup plus que des notes et un QI. Le QI, c'est ce qu'on a inventé pour mettre les gens dans des cases et leur faire croire qu'ils ne peuvent pas en sortir, en faisant passer tout ça pour de la science. Sauf que la science, la vraie, celle qui s'appuie sur des études réelles, elle a justement démontré l'inverse. Tu vois, dans les années 60, il y a eu deux psychologues californiens, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson, qui font passer en début d'année des tests de QI à tous les élèves d'une école primaire. Parmi tous ces élèves, une dizaine d'entre eux présentaient un QI anormalement élevé. Les professeurs, ils ont été mis au courant et Rosenthal et Jacobson ont donné rendez-vous à toute l'école d'ici la fin de l'année pour refaire passer des tests à tout le monde. Et donc, 9 mois plus tard, tout le monde va refaire le même test du QI et les psychologues ont halluciné. La dizaine d'élèves qui avaient un QI déjà élevé a un score encore plus amélioré que tout le monde. Pourquoi ils ont halluciné, tu vas me demander? Parce que les élèves dits à haut potentiel, à haut QI choisis en début d'année avaient en fait été choisis au hasard. Ils n'avaient pas du tout un QI élevé à la base, mais en fin d'année, oui. Et donc voici l'explication. Quand les professeurs ont appris le diagnostic au début de l'année, sans le vouloir, ils ont modifié leur attitude envers ces élèves à haut QI. Ils leur ont donné plus d'encouragement, plus d'attention et ils les ont traités comme quelqu'un de plus intelligent. Ils ont aussi placé des attentes plus élevées envers eux. Donc en croyant en leur potentiel, ils avaient fini par créer ce potentiel. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Quand tu crois que quelqu'un est intelligent, il le devient. Réellement. Sous-estimer un élève, ça peut le freiner. Et le surestimer sincèrement, ça l'aide à se dépasser. Donc avant d'entrer encore plus dans les détails et de t'expliquer le protocole à mettre en place pour booster ton intelligence, la première erreur à ne pas faire, c'est de te sous-estimer en pensant que tu n'es pas intelligent. La vraie définition scientifique de l'intelligence, c'est ta capacité à comprendre ce qui se passe, à faire des liens et à prendre de meilleures décisions au fil du temps. Ça va pas plus loin que ça.
Maintenant, faisons une brève description du quotient intellectuel et du quotient émotionnel. Le quotient intellectuel découle du génétique et du cognitif. Pendant des siècles, on pensait que c'était fixe. Les scientifiques pensaient que le quotient intellectuel était fixe. Mais les recherches récentes ont permis de comprendre que le quotient intellectuel peut se développer. De la même façon que le quotient émotionnel, il découle du neuroplastisme. En fait, le quotient émotionnel découle des rapports que nous avons avec nos émotions et nos sentiments. En fait, les nerfs, il est indiqué que notre cerveau fonctionne un peu comme une maison. D'un côté, nous avons la cuisine, d'un côté, nous avons la chambre. Si on pense seulement à ces deux pièces de la maison. Si on dit que la cuisine représente le quotient intellectuel et que la chambre représente le quotient émotionnel, alors la cuisine, tout comme la cuisine et la chambre, on peut les casser et déplacer les choses n'importe comment. L'essentiel, c'est de prendre le temps de bien le faire. En fait, notre cerveau est directement relié à notre cœur. C'est comme une machine, un ordinateur. L'ordinateur est directement relié à la souris, par exemple. C'est directement relié à une prise. C'est directement relié à une batterie. On peut dire que notre quotient émotionnel, c'est la batterie de notre quotient intellectuel. Car on commence à réfléchir à partir des émotions. Et notre réflexion nous pousse à avoir encore des émotions. Malheureusement, le cœur ne garantit pas le succès. Mais le QEU, qui représente plus de 58% de performance globale dans tous les types d'emplois. Parce que plus on est passionné pour ce qu'on fait, plus on est heureux, et plus on est heureux, plus on se donne à fond. Sur l'impact économique, le quotient intellectuel crée des gaz, des filtrages d'engrais, des compétences techniques exigées. Tandis que chaque point de quotient émotionnel supplémentaire génère en moyenne $1 300. $1 300, ce qui équivaut environ à 650, ce qui revient à 715 000. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le cerveau a deux voies. La cuisine et la chambre. On a dit que la cuisine représente le quotient intellectuel et la cuisine le quotient émotionnel. Notre cerveau est composé de l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre d'urgence. Elle est instantanée. En fait, c'est ça qui nous rend un peu animal. On ne prend pas le temps de réfléchir, on agit sous le coup. Vous venez de recevoir un email choquant d'une personne qui vous énerve, vous réagissez sur le coup, vous l'insultez. C'est votre amygdale qui est activé. Le cortex préfrontal, lui, contrairement à l'amygdale, va lentement. Il n'est pas rapide.
La réaction est calculée, réfléchie et stratégique. Si vous laissez l'amygdale vous pousse à l'action, vous allez bloquer la logique et vos réactions seront excessives. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher les passer de l'amygdale du mode série au mode de réflexion. Enfin, d'où vient l'utilité du cortex préfrontal qui permet de réguler l'amygdale. Donc on a un choix à faire. Prenez toujours 5 secondes pour réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur vous après. Imaginez la scène. Vous rentrez du travail, fatigué, épuisé. Vous prenez le temps de préparer. Mais subitement, quand vous savez, un de vos enfants dit qu'il n'y a pas de sel, ou votre conjoint dit que la sauce est trop fade ou trop salée. Subitement, vous avez ce sentiment qu'on vous méprise, qu'on vous déshonore. Vous sentez une profonde tristesse monter en vous, une profonde colère. Vous avez envie de dire, tu n'as qu'à faire ça toi-même. C'est toujours comme ça que tu es. Si ça t'énerve, pas faire toi-même. Mais de réponse le coup. Attendez, d'abord, prends 5 minutes, respire, cherche à nommer ce qui te ronge. Est-ce de la colère, est-ce de la tristesse, est-ce du stress? En fait, nommer l'émotion va forcer ton cerveau à quitter, va forcer ton cerveau et l'énergie à quitter l'amygdale pour activer le cortex préfrontal, la logique. Ça te pousse à réfléchir, par exemple, est-ce parce que tu as passé une journée compliquée? Ou bien, est-ce parce que tu as accumulé beaucoup de stress? Es-tu proche du burn-out? Voilà toutes ces questions internes que tu peux te poser en 5 secondes. Tu vas pouvoir prendre la meilleure décision, bien répondre à une personne. Là, tu ne réagis plus. Tu ne subis plus les réactions des autres. Tu agis. Tes actions viennent au fond de toi-même, pas un goût. Ce n'est pas tes émotions qui te poussent, mais c'est plutôt toi qui te sers de tes émotions pour poser des actions concrètes qui t'aident à améliorer ta vie de tous les jours. Les émotions, donc, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Comme le disait déjà René Descartes, il n'existe pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Il ne faut donc pas tenter de les supprimer. Au contraire, il faut les voir comme un voile lumineux sur un tableau de bord. Oui, notre vie est une voiture. Et ce tableau de bord, ce sont nos émotions. Si une voiture n'a pas de tableau de bord, on imagine les accidents qu'elle pourrait avoir, les morts, et ainsi de suite. C'est qu'il est bien important de comprendre nos émotions pour pouvoir faire face. Depuis on parle d'intelligence émotionnelle, mais qu'est-ce qu'intelligence émotionnelle en réalité? L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'élargir artificiellement l'espace entre le stimulus et la réponse. Pour faire simple, c'est cette capacité de prendre le temps de comprendre les émotions que nous avons,
de chercher à comprendre la symbolique de cela, de chercher à comprendre le fond profond, le mal-être profond de cela, pour pouvoir adapter nos réponses à la réalité des choses, sans baisser l'eau et sans toutefois nous culpabiliser ou nous blesser. Voilà un protocole simple que tu peux mener. S'il y a quelque chose qui te tracasse, je l'ai nommé l'entonnoir de la mémoire et la règle des 21 jours. Ici, je vais juste t'expliquer en détail. Je vais juste t'expliquer en résumé, en bref, cette technique développée par Bernard Fabien dans l'une de ses vidéos Intelligence émotionnelle de la chaîne. Je vais mettre le lien de la vidéo entière dans la description. Cette vidéo est très intéressante et très instructive. En fait, nous présente l'entonnoir de la mémoire et la règle des 21 jours. Il le résume en on peut le résumer en 3 étapes. La première étape, l'instant T. La molécule est chaude. C'est l'instant où la marmite vient de sortir du feu. Vous venez de recevoir une balle qui vous fait mal, vous avez envie de réagir sur le coup. C'est comme si vous devez modeler une pâte qui vient de sortir du feu. Mais c'est comme si vous devez vous laver avec de l'eau bouillante. Comment faire? Tout comme ne pas passer laver avec une eau qui bout, on le refroidit. De la même façon, posez-vous. N'agissez pas de manière définitive sur le champ. Écrivez vos émotions sur du papier blanc. Tout ce que vous ressentez sur le coup. Puis, sans même exercice, gardez ce papier. Passez maintenant à l'étape des 21 jours. Prenez le temps d'analyser les raisons pour lesquelles vous avez ce sentiment. Pourquoi la personne a réagi de telle façon? Qu'est-ce que cela peut indiquer sur son état émotionnel? Qu'est-ce que cela peut indiquer sur vos ressentis, tant émotionnels que physiques? Comment vous pouvez réagir et quelles seront les conséquences sur vos relations? Canadien émotionnel aussi, c'est aussi le fait de savoir bien interagir avec les autres, car sans l'autre, nos émotions sont vides de sens. Et enfin, quand l'eau s'est refroidie, quand l'eau a déjà quand l'eau ne bout plus complètement, il y a même la possibilité de se laver ou de boire cette eau. Il est noté qu'après 21 jours, l'émotion froide s'ancre dans le corps, dans une mémoire longue, ce qui peut expliquer qu'un enfant de 4 ans, 20 ans plus tard, refuse une nourriture qui le dégoûtait à 4 ans et accepte une nourriture qui le plaisait à 4 ans ou à 3 ans. Malheureusement, les rancunes, les stress chroniques, le burn-out demandent 3 fois plus d'énergie pour être détruit après ces 21 jours. Donc il ne faut jamais laisser un non-dit dépasser 21 jours. Victor Hugo avait dit, quand je parle de moi, c'est de toi que je parle. En fait, nous sommes le reflet, les autres sommes le reflet des autres.
On ne peut donc pas comprendre l'autre, on n'arrive pas à se comprendre soi-même. Il faut donc maîtriser d'abord sa personnalité. Et cela passe par le cadre des émotions. On le coupe en quatre. Sur le point des assises et sur le plan des ordonnées, on a la conscience de soi, la conscience sociale, la maîtrise de soi, la gestion des relations. La conscience de ces capacités qu'on a de connaître, de se connaître soi-même, de connaître les autres. Se connaître, ça veut dire savoir qui on est réellement. Ça veut dire se définir. Ça veut dire s'exprimer clairement. Exprimer clairement son point de vue par rapport à soi-même et par rapport aux autres. La conscience de soi, la self-conviction. Le self-conviction permet d'identifier ses propres émotions en temps réel et de connaître les différentes choses, ce qui est capital pour un diagnostic personnel et psychologique, pour pouvoir s'améliorer sur tous les domaines. Mais pour cela, il est important aussi d'associer à cela la gestion, du management. Le management. Qu'est-ce que le management? Le management désigne l'art de gérer les choses. Dans notre cas, c'est l'art d'avoir la maîtrise sur soi, de savoir réguler, c'est-à-dire de savoir encadrer, de savoir manipuler ces impulsions, ce qu'on appelle encore l'autorégulation. Il permet de maintenir son équilibre émotionnel et sa positivité, malgré les difficultés. C'est grâce à elle qu'on peut voir le bon dans le mauvais. De notre côté, on a les autres. Quand on a fini de se comprendre personnellement, il faut chercher à comprendre les autres, car l'homme n'est pas une bête, c'est un être humain qui vit en société. Même si de mauvais s'agit, ça veut dire que l'homme est un loup pour l'homme. La réalité, c'est que l'homme est un loup pour l'homme parce qu'il n'arrive pas à se comprendre soi-même ni à comprendre les autres. Pour faire face à cette dure réalité, non, il est important d'amener l'homme à atteindre une conscience sociale. Cette conscience sociale, cette connaissance de l'autre, cette définition de la société va lui permettre de manifester l'empathie. L'empathie qui est le fait de souffrir avec l'autre, qui est un synonyme de la compassion. Compassion, compas, con et passion. Passion, souffrance, un amour extrême qui pousse à agir malgré les difficultés que nous-mêmes rencontrons. L'empathie va donc nous permettre de lire l'atmosphère d'un groupe et d'accueillir la réalité humaine de l'autre sans nécessairement la prouver, ce qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions et d'aider les personnes à faire face à leurs émotions. Mais pour cela, il est important toujours de pratiquer la gestion, la régulation. Et cela se passe à travers plusieurs éléments, des influences, des coachings, des gestions de conflits. En fait, le but c'est d'inspirer, de permettre à l'autre de développer sa sécurité psychologique. Le moteur intéressant dans tout ça, c'est que l'homme est capable de s'adapter. L'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est le fait d'être capable de changer de zone, de quitter de blanc à bleu, de quitter de bleu à rouge, de quitter de rouge à jaune,
Ce n'est pas être caméléon, non, mais c'est de savoir pallier ses émotions en fonction de la situation du contexte qu'on vit. Car le monde en plein changement. Il est important de voir les crises non pas comme des menaces, mais comme des données à traiter. Il faut être flexible au niveau des moyens. Rester rigide sur l'objectif final, mais totalement fouillé sur le chemin pour l'atteindre. L'important, ce n'est pas la route par laquelle on passe, tant que c'est une bonne route. Mais l'important, c'est la finalité, le but. Et la finalité d'un objectif, ce n'est pas d'être atteint, mais c'est d'avoir essayé. Qu'à chaque fois qu'on essaye, on se sent à l'aise avec le fait de savoir qu'on ne peut pas tout savoir. Et je répète encore, la finalité de la finalité d'un objectif, ce n'est pas de l'atteindre, mais d'être capable de gérer les sentiments liés à cet objectif, d'être capable de fixer cet objectif et de s'améliorer. Car si tu ne prends pas la décision, si tu ne passes pas l'action, qu'est-ce que tu auras? Rien du tout. M'envoie le tableau de bord du retour sur investissement. L'impact mesurable. Si vous prenez le temps d'apprendre à gérer vos émotions, seulement 18 heures de formation au cours intellectuel, ou bien si on intègre cela dans nos écoles, on dit que sur le plan de la santé mentale, on a une réduction de jusqu'à moins 40% de stress chronique. La preuve biologique est mesurable sur le cortisol dans les cheveux. La baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress, prouve à l'évidence l'importance de cette formation en quotient intellectuel, en quotient émotionnel, pardon. Les performances qui sont 3 fois plus actives pour un emploi en compétences techniques égales, car la personne est passionnée par ce qu'il fait. Et même si elle n'est pas passionnée par ce qu'il fait, il s'adapte à ce qu'elle fait. Sur le plan de la santé physique, on note une baisse drastique de moins 30% des migraines, des maladies, 80% des maladies causées par les émotions, telles que les migraines, la dépression, les maux de tête, etc., les mal de ventre, etc. Moins 10% des dépenses globales en soins de santé pour la société. Moins 4, sur le point de la stabilité relationnelle, moins 80% des risques de divorce. Lorsqu'un des partenaires développe leur QE, quand l'un comprend l'autre clairement, ce qui permet aussi d'éviter des conflits interpersonnels. Maintenant, voyons comment le gérer. Le premier extérieur. Il est à noter que l'intelligence émotionnelle divise le problème, diffère le problème de la difficulté. Le problème, c'est ce qui est extérieur. C'est un peu l'objectif, le but à atteindre. La perte de contrôle, par exemple, le retard, l'erreur technique, il nécessite une résolution logique. Il faut donc penser
pouvoir atteindre le résultat, pour pouvoir gérer ses problèmes. Pourtant, la difficulté intérieure, une difficulté de compréhension de soi, de moi, une difficulté de peur. Maintenant, ça c'est un problème qui a franchi la barrière émotionnelle. Il s'implique que des liens personnels et génère même de la souffrance. Quelqu'un peut te faire une simple remarque en disant ce travail tu aurais pu le mieux le faire. La personne dans sa tête pense qu'il veut te pousser à te perfectionner plus. Mais toi tu entends plutôt je suis nul, il me déteste. Lorsque tu peux faire, appelle la règle des 21 jours sans tarder et prends le bon dans le mauvais. Ne t'intéresse pas ce que la façon dont la personne dit, mais ce qui peut t'aider à t'améliorer chaque jour. Il est important de maintenir une bonne communication pour que ce problème ne se transforme pas en difficulté toxique qui mine ton intelligence émotionnelle et ta capacité à prendre de bonnes décisions. Maintiens le problème à l'extérieur et ne le fais jamais ancrer à l'intérieur de toi. Petit article 2. L'aspect de la communication. L'empathie et l'influence ne passent pas par le sens des mots, mais dans la structure de la présence, car l'on communique plus par nos gestes, par nos visages, par nos yeux, par nos oreilles, que par nos bouches. Le sens des mots verbaux n'atteint que 7% de la pointe visible du discours intellectuel. 38% c'est l'intonation, le paraverbal, le rythme. Plus vous parlez rapidement, plus on a l'impression que vous stressez. Plus vous parlez calmement, plus on a l'impression que vous êtes posé. Plus vous parlez en bégayant, plus on a l'impression que vous doutez de quelque chose. Plus vous couvrez main haut, plus la personne a l'impression que vous le grondez, que vous êtes en colère. Plus vous couvrez main moins, plus la personne a l'impression que vous êtes calme, que vous êtes sûr de vous. Plus l'émotion crée pas, plus la personne a l'impression que vous doutez de vous. L'intonation, c'est en fait la mélodie de notre voix. Le langage corporel compose 57%. La meilleure façon de se présenter, ce n'est pas en croisant les bras, ni derrière ni devant, mais c'est plutôt en ayant une position droite, bien droite, dos droit. Le principe de la concurrence est la suivante. L'influence ou le leadership naît de la concurrence. L'alignement parfait entre ce que votre cerveau pense, ce que votre cœur ressent et ce que votre cœur exprime. Ce n'est qu'à cette base, qu'à ce moment, que nous allons dire que vous comprenez pleinement. Le titre article 3. L'ancrage et l'enveloppe protégée. Le charisme qu'on commence à comprendre, ce n'est pas seulement de l'habit, ce n'est pas du charabia, c'est de la connaissance approfondie de soi, de son corps, de son âme, de son être profond. Il est important de connaître notre mission, le but pour lequel on existe, notre vision, nos valeurs, ce que l'on veut. Cette ligne ne doit pas bouger. Il est que notre direction et notre guide. Ça c'est l'axe vertical, comme on le voit sur l'image. Mais l'axe horizontal, c'est ce que tu peux. Il est important de savoir que ce qu'on fait ne peut pas toujours rimer avec ce qu'on peut. Il faut donc gérer notre capacité, immigration immédiate. Il faut l'adapter chaque jour.
fonction de ce que l'on ressent, en fonction de ce que l'on voit. Et si tu ne peux pas porter un sac de 50 kg, pourquoi vous essayer de porter seulement le 2? C'est vraiment me payer de surpassement. Mais ne porte jamais quelque chose qui va te détruire, même si tu veux te surpasser. Rappelle-toi ce rêve d'or. L'adaptabilité à la clé. Face à l'incertitude, pour éviter tout cardiaque, tout social, cardiaque ou mental, rappelle-toi que tu peux le faire, tu peux le faire. Oui, tu peux atteindre ton objectif, mais seulement ne va pas au-delà de tes capacités de manière extrême. L'illusion du contrôle. Parfois on pense contrôler tout, mais c'est faux. On pense que le va à moitié peur. Qu'on comprend que c'est le fait de simplement respirer, prendre un écran très stimule réponse, qu'on contrôle, que nous sommes en train de contrôler. Mais en réalité, c'est faux. On ne peut pas se contrôler totalement. Car les plus grandes situations émotionnelles et d'essayer de contrôler l'extérieur avec des outils conçus à l'intérieur. On peut bien certes se contrôler avec les outils, mais on ne peut pas contrôler l'impact qu'on a sur les autres avec ces outils ou l'impact que les autres ont sur nous avec ces outils. De que les autres influencent nous, c'est le modèle. Nous avons un contact en posant des questions. Pourquoi pas? En offrant un espace de sécurité psychologique. L'erreur fatale, on ne motive pas quelqu'un en cherchant à comprendre comment il était démotivé, puis retirer le point de gêne. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On le motive plutôt en le poussant à l'action, en cherchant ses points forts et jamais ses points faibles. Le cabage final de l'héroïsme à la stratégie. Comme j'aime bien le dire, l'homme est une ombre lumineuse. Il doit être capable de traverser ces ténèbres pour assumer sa lumière. L'intelligence émotionnelle n'est donc pas domestique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une gentillesse mal placée. C'est plutôt de la biologie. C'est fait de comprendre nos émotions qui sont les garde-corps de notre corps. De pouvoir relier notre cœur, notre cerveau à nos réactions de tous les jours, à notre corps physique, à nos sens. De pouvoir interagir avec les autres de la bonne manière qu'il faut. C'est pouvoir se donner du temps pour comprendre ses propres émotions, comprendre l'impact que cela a sur soi et sur les autres, pour pouvoir comprendre la réaction des autres afin de prendre de bonnes décisions. Se donner le temps pour pouvoir comprendre son but réel dans la vie. Rappelle-toi toujours, l'écart de 5 secondes peut faire beaucoup. Et n'oublie jamais, chaque 21 jours, nettoie le vase qu'est ta vie. Oui, purifie ce vase qu'est ta vie, que tu veux vivre longtemps. Car un cœur malade est une épine pour la chair. Pourtant, un cœur joyeux, voilà ce qui le guérit. Qui guérit l'âme, qui guérit le corps. Être intelligent de façon émotionnelle, c'est aussi savoir assumer sa lumière,
savoir assumer ses responsabilités, savoir assumer ses défauts et ses qualités, car c'est tout cela qui nous rend humains. Il ne faut donc plus voir l'intelligence émotionnelle comme de la sorcellerie, comme de la magie, mais plutôt le passage d'une réaction larvée face au danger à la stratégie. Utiliser ces émotions comme des données pour naviguer vers un succès. L'intelligence émotionnelle, donc, c'est l'hygiène énergétique de notre esprit, avec la capitale d'engrainer cette énergie chaque jour. Je voudrais faire vous mettre en description toutes les vidéos, toutes les sources utilisées pour cette vidéo. Si vous êtes parent, très bientôt je ferai une vidéo pour vous sur la gestion des émotions de votre enfant. Comment gérer sa colère, sa tristesse, son stress en milieu scolaire. Ciao. Si tu es un parent, un éducateur, et tu ne sais pas quoi faire face aux émotions de tes enfants, ou bien tu te sens dépassé, submergé, sache que tu n'es pas seul. Sache que beaucoup de personnes ont vécu cette situation. C'est cet effet que le groupe Leadership Position a décidé de produire un guide complet sur la gestion des émotions des enfants. Dans ce guide, tu vas prouver pourquoi ces derniers font parfois des crises d'émotions. Tu vas prouver des méthodes ou des moyens qui vont t'aider à gérer cette crise, à comprendre ce que vous allez gérer. Tu vas trouver des conseils pratiques pour gérer cette crise concrètement. Tu vas trouver des pensées des scientifiques spécialistes comme Dr. Siegel ou d'autres. Tu vas trouver encore dans ce guide un chapitre complet pour t'aider toi-même face à tes sentiments négatifs, car tu ne peux pas réguler l'émotion des autres sans réguler les tiens. Si tu en savoir plus de détails à propos de ce livre, clique sur le lien en dessous. Que l'échec nous mène. Alors, abonne-toi pour avoir plus de contenu. N'oublie pas de liker. Tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque épreuve t'a façonné, que chaque douleur t'a appris quelque chose, que chaque perte a laissé place à quelque chose de meilleur. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas facile. C'est un combat mais je suis prêt. La vie essaie de me faire tomber mais je l'arrête. Les épreuves sont lourdes mais je les porte avec fierté. Je me relève encore et encore, c'est ma réalité. Le monde peut douter mais moi je crois en moi. J'ai vu des jours sombres. Je dois me tenir à carreau, les gens on les connaît. Ils peuvent t'acclamer juste après te blâmer. Dans mes textes je parle pas de drogue ni de ciné. Je parle des trucs sensés et ça te fascine. Démon on assomme, toi tu fumes, tu consommes. Nous on vise le sommet, on a